Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Nous remercions le docteur Philippe Zroumba, chirurgien ORL au centre Léon Bérard de Lyon, et Feliou, célèbre youtubeur chasse, qui vont échanger avec Pierre de Rivolier autour du sujet comment et pourquoi protéger son ouïe à la chasse. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Je fais une petite parenthèse, une précision. Pour ceux qui ne peuvent pas se connecter directement, vous pouvez retrouver ce live sur le YouTube de Rivolier ou le Facebook de Rivolier. Nous allons maintenant aborder le sujet qui nous rassemble aujourd'hui avec le docteur Philippe Zumba et Feliou, qui est de savoir pourquoi finalement on se protège, rentrer un peu plus dans le détail, notamment au niveau de la caractéristique de l'oreille et quels sont les sons qui vont endommager nos oreilles. Et ensuite, on a un retour d'expérience de Feliou sur sa pratique de la chasse, toutes ses pratiques des chasses et les produits qu'il utilise pour se protéger. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Dr Philippe Zumbra qui va nous présenter un peu plus en détail ce qu'est l'oreille et pourquoi il est important de se protéger. Bien, bonjour à tous. Donc oui, je suis à la fois ORL et quand même un peu chasseur. Je suis un peu plus ORL que chasseur. J'ai pas la chance de mes petits camarades autour de moi de pouvoir peut-être autant pratiquer que la chasse, mais enfin, c'est une pratique, c'est une passion. Et donc voilà. Alors, l'oreille, peut-être on va partager quelques diapositives Ouais. ici. Voilà, Important de préciser normalement. que vous êtes chasseur, c'est aussi une raison pour laquelle vous savez doublement de quoi on parle. Oui, oui, j'ai une sensibilité de ce point de vue-là. Alors, l'idée, c'est de savoir comment un peu marche notre audition et pourquoi arriver à et devoir protéger notre audition à la chasse. L'oreille, c'est un organe assez complexe qui sert à transformer une onde sonore en un signal nerveux. On a plusieurs parties. La partie de l'oreille externe, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui gigote Oui. sur l'écran, ouais, merci. Qui est constituée par le pavillon de l'oreille, qui a un rôle amplificateur du son pour environ 20 décibels. Hein, ça va augmenter un petit peu l'onde sonore, puis le conduit auditif externe qui va canaliser l'onde sonore sur le tympan. Le tympan se met à vibrer, met en route les osselets qui vont transformer donc cette onde de pression sonore en une onde mécanique qui va faire vibrer ici une petite fenêtre qui va, comme un tambour, aller mettre en mouvement un liquide, le liquide périlymphatique qui est ici dans la cochlée, et on a une coupe ici de la cochlée. Donc, c'est ce liquide ici qui est mis en mouvement par le mouvement de l'étrier ici, qui va faire à son tour vibrer d'autres membranes, des membranes protéiques ici, la membrane tectoriale, dans laquelle vont être enchâssés des cils de cellules dites les cellules ciliées externes. C'est un peu comme des algues qui se promèneraient dans la houle. Et le mouvement de ces cils au niveau cellulaire va entraîner une activation cellulaire et la transmission d'un message nerveux au travers du nerf auditif qui va déclencher un signal nerveux qui va être interprété par le cortex. C'est donc on part de quelque chose de très physique, mais on arrive à quelque chose de biologique qui est au niveau d'une cellule. La cochlée, c'est comme un escargot qui s'enroule, il y a 2 tours et demi de spire, et en fonction de où se produit dans la rampe, il y a une espèce de rampe ici, de rampe de liquide qui va remonter. Plus on est bas dans cette rampe, plus ce sont les sons aigus qui vont être détectés. Quand les cellules qui sont ici bougent, c'est des sons aigus. Plus on monte, plus c'est des sons graves. Ces cellules, vous imaginez bien que c'est des cellules on est à l'échelle cellulaire, hein, c'est quelques microns. Les cils ici sont vraiment très, très, très fins, très petits. Et une onde sonore un peu forte va endommager ces cils, va en quelque sorte, si on fait une image, arracher un petit peu les algues. C'est la houle forte qui va arracher les algues dans la houle. Et donc là, on ne pourra plus avoir la constitution du signal nerveux et du message sonore.
Le bruit va donc entraîner cette atteinte irréversible des cellules ciliées, essentiellement les cellules ciliées externes, mais aussi les cellules ciliées internes. Alors, le bruit, il n'est pas nocif ou peu nocif jusqu'à un niveau établi entre 80 et 90 décibels. Jusqu'à 80 et 90 décibels, on est à peu près tranquille, c'est les bruits de la vie courante. Entre 90 et 120 décibels, c'est la perceuse, la tronçonneuse, le marteau-piqueur, c'est des choses qui font déjà du bruit. On a une toxicité du bruit, mais essentiellement une toxicité qui va être liée là aussi à la répétition du bruit, ou à la longueur d'exposition. C'est à ces niveaux-là qu'apparaissent les maladies professionnelles, les surdités professionnelles qu'on rencontre chez les chaudronniers, etc. Au-delà de 120 décibels, on atteint un seuil critique au niveau duquel un seul son très élevé peut générer, même s'il est très court, on est sur de l'onde sonore impulsionnelle, peut générer un traumatisme sonore aigu et une surdité. Quand on est à la chasse, en moyenne, alors on peut discuter beaucoup parce que c'est sûr que si on tire une subsonique dans une 22 long rifle, on ne va pas faire beaucoup de bruit, mais on est en moyenne entre 130 et 160 décibels. Ça dépend du calibre, ça dépend de la longueur du canon, ça dépend de la présence d'un réducteur de son ou d'un frein de bouche éventuellement. Et le son se répartit autour du fusil et pour le chasseur de manière asymétrique, c'est-à-dire que l'oreille qui est du côté où on épaule est protégée par la crosse et est souvent un petit peu plus loin de la bouche du canon. Et donc, on a 10 décibels de moins que du côté de l'oreille qui n'épaule pas. Ce qui explique que chez le chasseur, souvent, les surdités sont un peu asymétriques et quand on est ORL, c'est une des caractéristiques qui font dire aux gens, quand on voit les patients, tiens, vous ne seriez pas chasseur parce que l'oreille droite est souvent plus protégée quand on est droitier. J'ai une question technique, docteur. Ouais. Quand vous parlez du conduit auditif, on va multiplier ou additionner 20 dB par 2. Sur le schéma précédent, on le voit, il y a une espèce d'effet Venturi. Donc, ce qu'on va nous mesurer ici avec un appareil de mesure pour mesurer les décibels qu'on va positionner, on avait fait des tests avec notamment en 3e Peltor, on arrivait à 165 dB pour un 3006, sachant que le module était positionné pas forcément tout de suite à côté de l'oreille, mais donc le rendu perçu à l'intérieur de l'oreille, une fois arrivé au niveau du tympan, est supérieur au rendu extérieur. Donc on a un son qui est même plus fort arrivé au niveau de l'oreille, si j'ai bien compris. Non, parce que, en fait, ici, il faut concentrer le son pour entendre. Ça correspond à un niveau sonore. Donc, en fait, quand on est à 160 dB, effectivement, c'est tout le travail de l'oreille. Mais ça, en réalité, vous n'avez pas tout à fait tort. Je ne sais pas si on mettait votre appareil ici, je ne suis pas sûr qu'on aurait 180 dB en pratique. Hein. D'accord. J'en C'est suis. un peu supérieur, mais Là, pas… là, je me mouillerai pas là-dessus. Mais de toute façon, on est dans des tels niveaux, honnêtement, on est dans des tels niveaux sonores que de toute façon, le risque est immédiat. Hein. Alors après, il faut savoir qu'il y a une décroissance assez rapide du son quand on s'éloigne. C'est le carré de la distance, donc ça va assez vite. Oui, et puis Alors, ensuite, c'est exponentiel. La nocivité d'un son, oui, si on dit ça baisse de x2 en termes le, de ressenti, et en termes le, de décibels, il y a un alors, écart par rapport les à ça. décibels, on parle là de la présence d'un silencieux. Quand une baisse de 10 décibels, c'est l'impression qu'on entend un son 2 fois moins fort. C'est-à-dire que typiquement, un silencieux, ou on dit un réducteur de son, c'est comme ça qu'on dit normalement, un réducteur de son qui réduirait de 10 dB, ça veut dire que ça sort 2 fois moins fort. Le problème du réducteur de son, qui n'est pas en soi une protection absolue, c'est que le réducteur de son va limiter le bruit essentiellement de l'expansion des gaz à la sortie du canon, mais pas du passage du mur du son de la balle. Quand la balle va sortir du canon, elle passe le mur du son, on tire en général des douilles qui sont au-delà de la vitesse du son, et il est admis que c'est à peu près 140 dB quand une balle passe le mur du son. Donc le silencieux ne protège pas
de tout. Il limite clairement le son. Et quand on dit un silencieux qui est à 10 dB réduirait le son perçu par 2, 20 dB, c'est 50% plus encore la moitié de 50%. On va arriver aux alentours de 80-90%. C'est déjà beaucoup. C'est pas, on passe de 130 à 120 ou de 130 à 110. On baisse par 2. L'échelle est logarithmique. Alors, Merci. quand on a les conséquences de ce traumatisme sonore, c'est quoi? C'est évidemment une surdité liée à une atteinte de l'oreille interne, ce n'est pas une surdité liée à une atteinte de l'oreille externe. La surdité la plus connue de l'oreille externe, c'est le bouchon dans l'oreille. On a une réduction du volume, mais on a une bonne compréhension. Là, quand on a une surdité de l'oreille interne, c'est beaucoup plus subtil parce qu'on a une modification du signal sonore perçu par le cerveau qui n'est pas la même en fonction du niveau, de la fréquence du son. C'est-à-dire qu'on a une baisse essentiellement sur les aigus, et quand on fait un audiogramme, on voit qu'on a une chute sur les aigus, avec surtout, et ça s'accompagne d'une baisse de la compréhension. C'est-à-dire que quand on va être dans le bruit, quand on est au pavillon de chasse, on va moins entendre les copains. Si on est à deux, tranquillement, dans une pièce, on va arriver à comprendre. On entend du bruit, mais on ne comprend pas. C'est vraiment typique de l'atteinte de l'oreille interne. C'est une surdité qui est irréversible, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on va attendre après la chasse qu'on va récupérer. On ne récupérera pas. Et puis, ça peut s'accompagner de quelque chose qu'on a régulièrement et qui l'a peu de temps en temps après un traumatisme sonore aigu. C'est les sifflements d'oreille, qui sont même parfois un peu avant-coureurs de certaines surdités, mais c'est que l'oreille a déjà un peu ramassé. Voilà, personnellement, je vois ce que c'est de temps en temps, donc c'est un peu désagréable. Il y a des facteurs aggravants à cette surdité. Le premier, c'est bien entendu le vieillissement. Quand on vieillit, on a ce qu'on appelle une presbyacousie, c'est-à-dire c'est comme on a de la cataracte, qui est un vieillissement du cristallin, on a un vieillissement de l'oreille interne par l'atteinte de ces cellules ciliées externes aussi, qui font qu'on a une baisse de l'audition en vieillissant. Baisse de l'audition qui est, elle, pas asymétrique, mais symétrique, et essentiellement sur les aigus. Elle a exactement les mêmes conséquences, mais l'exposition au bruit va accélérer cette presbyacousie et l'aggraver. De la même façon, le bruit, je dirais quotidien, et ça a été démontré chez, par exemple, une population aux États-Unis. Il y a eu des études chez des populations de cheminots qui sont des gens exposés au bruit. Les cheminots sont plus sourds globalement, mais parmi les cheminots, les chasseurs étaient encore plus sourds que les plus sourds. D'accord. Et Donc, du coup, quelles sont vos recommandations par rapport on à tout cela? additionne les effets. On a un vrai effet cumulatif au niveau du bruit. Le bruit, il faut se dire qu'au niveau de son oreille, c'est un risque. On remplit la valise et on se trimballe sa valise toute sa vie. Ce n'est pas parce qu'on va s'arrêter qu'on va revenir à quelque chose d'antérieur. Alors ça, ce sont les conséquences. Il y a très peu de recommandations qui sont faites sur le sujet. Les Américains ont un peu plus publié chez nous parce qu'ils ont plus de tireurs avec les tireurs sportifs. Je reprends là, grosso modo, les recommandations qui sont faites par les articles scientifiques américains. Donc, c'est toujours des protections auditives, que ça soit des bouchons d'oreille, des casques anti-bruit, soit quand on chasse, soit quand on est même à côté de chasseurs ou de tireurs. C'est d'éviter les freins de bouche. Le frein de bouche va redéployer l'expansion des gaz vers l'arrière, et donc pour le tireur, c'est plus de bruit, le frein de bouche. C'est une onde sonore augmentée. C'est de réduire le nombre de tirs. Mais alors ça, bon, j'ai mis tirer utile. Vous en faites ce que vous voulez. C'est aussi pour les tireurs sportifs, hein, j'imagine. Les recommandations ne sont pas faites que pour les Tout à chasseurs. fait. Mais bon, après, je vous laisse juge de votre capacité à tirer droit. Quand on tire en groupe, c'est de maintenir une certaine distance entre les tireurs. Parce qu'effectivement, être à côté d'un tireur, on l'a tous remarqué, et fait parfois plus mal aux oreilles que d'être soi-même le tireur. Donc, si on est à plusieurs à tirer,
on essaye d'éviter. Quand on était dans le forêt, parfois le soir à la passe, on faisait ce qu'on appelait des tourelles. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure chose que l'on pouvait faire. On tirait dos à dos. Éviter les tirs simultanés. Le réducteur de son est recommandé mais pas loin, c'est la dernière des recommandations, le suppresseur de son pour se protéger. Et puis, il y avait aussi après des petites choses sur l'arme elle-même. C'est le calibre qui doit être adapté. Effectivement, un calibre plus petit fait moins de bruit et on n'est peut-être pas obligé de tirer du 308 quand on va au chevreuil. Et puis, l'utilisation de canons longs parce qu'elle éloigne l'expansion des gaz de l'oreille. Bon, je ne suis pas sûr qu'on gagne beaucoup avec un canon long entre 71 ou un 76 à la chasse. Je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Voilà à peu près tout, mais il y a très peu de recommandations. Je n'ai pas trouvé de recommandations en Europe. Les seules recommandations que j'ai trouvées sont aux États-Unis, probablement par une pratique de la chasse et du tir plus importante. Merci beaucoup, docteur, pour cet exposé très complet sur ce qu'est l'oreille. J'ai appris des choses, notamment sur les cellules ciliées et comment elles se déplacent comme des algues et comment ça impacte chaque coup de fusil ou coup de carabine sera nocif pour notre oreille. Et même si on a des carabines avec des réducteurs de son, on s'en rend moins compte, c'est moins désagréable, mais ça reste quand même dans la catégorie des sons dits nocifs. Donc, merci pour votre exposé. Il y a un point de vue qui m'intéresse aussi, c'est celui de Feliu, qui, lui, est utilisateur de ces protections auditives et qui tire notamment en battue avec des canons courts qui sont adaptés à la battue, mais qui se protègent bien heureusement avec différentes typologies de produits qui sont présents dans la gamme Peltor. Donc, Phil, je vais te laisser la main pour présenter un petit peu ton point de vue sur le sujet. Avec grand plaisir, surtout que, pareil, j'ai appris énormément de choses par la présentation du docteur. Et justement, j'ai plein de questions qui sont nées aussi. J'en profiterai pour les poser. Mais c'est vraiment riche. Et en tout cas, c'est ce qui est aussi intéressant dans cet échange, c'est de voir au final que moi, j'ai une expérience de chasse qui va en totale adéquation avec ce qu'on a vu. Puisque malheureusement, moi, je les ai évidemment beaucoup utilisés, les protections auditives. Alors, au début, quand on est jeune, je fais partie de cette génération où on n'entendait vraiment pas parler. On faisait gaffe, évidemment, quand on allait faire des balles-trappes ou des choses comme ça. Mais pour la pratique de la chasse, en général, on n'a jamais fait spécialement attention parce que on disait toujours on ne tire pas beaucoup, etc. Et au final, moi, je le regrette de ne pas avoir démarré plus tôt. Et moi, il m'est arrivé une fois un accident, c'est-à-dire de penser que je les avais. Et en fait, je les avais enlevés c'était au stand de tir, je les avais enlevés pour discuter avec un copain pendant qu'on réglait. Et je pensais l'avoir et je ne l'avais plus. Et en fait, c'était exactement ce qui a été présenté juste avant avec un frein de bouche. Et il a suffi d'une fois, mes oreilles étaient nickel. Et il a suffi d'une fois. Et effectivement, c'est l'oreille gauche, je suis droitier. J'avais jamais d'ailleurs eu la fameuse explication du pourquoi, effectivement, on a toujours l'oreille gauche quand on est droitier plus affecté. Et là, moi, j'ai vraiment senti, alors de temps en temps, effectivement, dans l'histoire de la chasse, dans son histoire synergétique, on a déjà eu les oreilles qui sifflent, mais ça finit par revenir. Bon, des fois, on est un peu inquiet, on passe une nuit, 2 nuits, puis ça revient quand même un petit peu. Donc ça, j'aurais peut-être une question sur ce point-là. Et là, moi, je l'ai senti quand même très nettement que c'était bien plus fort que ce que j'avais vécu jusque-là, ce traumatisme avec, en plus, j'avais l'impression, le fait de me sentir protégé et de ne pas l'être, voilà, j'ai eu vraiment ce traumatisme important. Et par contre, là, maintenant, ça ne part plus. Donc, je fais partie de la liste qu'a présenté le docteur avec ce sifflement. Alors, il n'est pas ultra important, mais il est lancinant. Et en fait, quand il n'y a plus de son dans une pièce ou le soir ou le matin, je l'entends vraiment. C'est vrai que c'est vraiment pénible. Donc, c'est pour ça que je recommande tout le temps aux chasseurs et aux gens qui me demandent, ouais, c'est un peu trop de se protéger, ça va, on ne tire pas beaucoup. Il suffit d'une fois, c'est ce que je répète à chaque fois. Du coup, moi, il m'a suffi d'une fois de ne pas les avoir. Et voilà, j'ai maintenant un truc qui sonne, qui siffle en permanence dans mon oreille. Et c'est vrai que c'est extrêmement pénible, surtout quand on est très calme, comme à la chasse ou le soir au lit. Et au bout d'un moment, on y pense. Ça sonne tout le temps. Donc, c'est vraiment important, surtout quand on tire, effectivement, comme je vois de plus en plus des gens avec des freins de bouche. Et bon, ce qui est intéressant aussi, c'était ce que vous avez présenté. Moi aussi, j'utilise beaucoup le modérateur de son. Donc, quand on a le modérateur de son, on a tendance à se dire qu'on peut s'en passer. Et au final, on se rend compte que la protection, les quelques décibels qu'enlève le modérateur n'est pas non plus suffisante pour se protéger totalement
du seuil de blessure, de l'onde de choc du son d'une balle. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment faire très attention. Et voilà, donc en plus, il y a de plus en plus de produits différents. Maintenant, il y a les casques. Alors moi, il y en a plein qui sont aussi réticents à l'utilisation parce que des casques, des fois un peu, il y en a qui n'aiment pas, qui trouvent pour le style aussi, qui trouvent ça prend trop de place ou ça gêne. Moi, c'est un peu des fois ce qui me gênait, c'est que comme je suis un tireur de fusil à la base, donc je suis très, très écrasé contre la crosse et j'aime ce sentiment des fois de sentir le casque qui touche. C'est des fois un peu désagréable. Et en tant que porteur de béret ou les gens qui portent des bérets ou des chapeaux, souvent ils préfèrent les oreillettes. Et c'est vrai que les oreillettes Peltor, ça fait au moins 5 ans que je les utilise. Moi, j'utilise relativement peu le casque, mais énormément les oreillettes parce que voilà, elles sont toutes petites, on les sent pas, on les oublie assez facilement. Elles ont le même potentiel aussi, enfin, elles ont un potentiel un peu moins élevé pour augmenter le son, mais elles sont encore plus. Et ça aussi, je le répète souvent parce que j'ai fait un test des oreillettes. Et souvent, ça surprend les gens que l'oreillette protège plus encore que le casque de 5 ou 6 décibels. Ouais, il y a ces 26 décibels, et 28 avec les Kitty Gel. Et en fonction des bouchons mousse qu'on va utiliser sur les petits bouchons, tu as les ultrafines qui protègent à 32 décibels en atténuation SNR, c'est un niveau moyen, sur les fréquences qui sont concernées par la chasse. Après, il y a les CCC qui protègent, eux, à 32 décibels. Et on a une réduction à 38 décibels avec ces mousses torque qui sont ceux qui vont épouser le mieux le conduit auditif et qui vont du coup parer le mieux le son, d'où une forte progression, une forte atténuation sur ces embouts de mousse qui vont sur les petits bouchons que tu utilises. Donc c'est vrai que c'est à la fois. Alors après, il y a des gens j'ai eu beaucoup de retours d'expérience. Il y a des gens qui aiment bien augmenter aussi le son parce que voilà, ça leur permet peut-être d'avoir déjà quand ils ont une capacité auditive qui est réduite. Je me ferai corriger par le docteur si je dis une bêtise. Mais moi, je préfère les utiliser à 0 décibel, c'est-à-dire vraiment ça reproduit au final avec le micro, ça reproduit le son ambiant. Ça, c'est des fois, sinon il faut s'habituer aussi à la notion de perspective de la distance, etc. Parce que des fois, on a l'impression que c'est tout près alors que c'est loin. Donc, ça en aide certains. Et moi, je préfère rétablir et ça marche très, très bien. Quand on a appris à bien les positionner, etc., ça marche très, très bien. On a vraiment l'impression de ne plus les porter. Et puis, cette protection voilà, qui est indispensable pour les moments critiques. Et justement, si je peux en profiter pour poser ma question, je pense aussi, comme le docteur l'a expliqué, qu'il y a un effet cumulatif. Donc, un effet cumulatif, je pense, tout au long de sa vie, effectivement. Mais je pense aussi, vous allez me corriger si je me trompe, qu'il y a un effet cumulatif dans le très court terme. Parce que moi, souvent, je me rendais compte, quand je commençais à chasser en battu et que j'avais les scènes les plus intéressantes, c'est-à-dire les scènes qu'on attend toute une année quand il y a beaucoup d'animaux qui arrivent et qu'une compagnie avec une laie et plein de petits derrière pour faire, voilà, c'est des rares occasions où on doit tirer, où on peut tirer plusieurs coups d'affilée. Et je me rends compte, le premier, ça passe. Le deuxième, des fois, ça siffle un peu. Le troisième, ça siffle très fort. Et là, en général, on ne tire même pas le quatrième si on a encore des opportunités parce que c'était même douloureux, quoi. Il y a un seuil. Donc, sur le très court terme, dont la répétition, à la limite je pense que c'est la même intensité sonore chaque balle, mais à très court terme, ça devient de plus en plus pénible. Et c'est comme ça aussi que des fois, je suis arrivé à avoir l'oreille qui sifflait. À l'époque, tu tirais avec un Express qui était un canon beaucoup plus court aussi, je crois. Ouais, mais l'Express, voilà, ça restait que. Oui, c'est sûr que ça joue beaucoup aussi les canons courts, mais même ça m'est arrivé au début sur des canons un peu plus longs, parce que sur l'Express, je tirais que 2 coups, évidemment. Mais voilà, c'est souvent au troisième. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, clairement, même dans des situations très agréables où j'avais bien réussi mes 3 premières balles, de ne pas tirer la quatrième parce que mon oreille gauche était carrément en souffrance. Et voilà, mais depuis, voilà, grâce à l'utilisation au moins on réfléchit plus à ça, on se concentre sur le reste, l'éthique, le choix et le positionnement de sa balle, etc. Donc c'est vrai que c'est top. Alors, sur le sifflement, effectivement, le fait de répéter, le sifflement, c'est plutôt une sidération de l'oreille qui va entraîner le sifflement. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on arrive à récupérer. Et c'est vrai que de répéter le son, ça peut être un peu comme un son fort. Moi, le pire sifflement que j'ai eu, c'est un collègue qui a tiré
devant mon oreille, j'avais la culasse contre mon oreille où il a tiré vraiment à côté de moi avec une 300. Et là, j'ai immédiatement dégusté pendant 24-48 heures, comme tout le monde. Voilà. Après moi, alors là, je ferai un commentaire plus de chasseur parce que moi, je suis un utilisateur, je suis ORL, donc j'essaie je suis sensibilisé depuis longtemps, donc j'utilise un casque qui est un Peltor en fait, mais bon, je voulais pas faire de pub, mais il est vrai que c'est un Peltor parce que c'est les plus vieux. J'avais le gros au départ, je sais plus comment il s'appelle. Là, j'ai un Sport, je sais pas quoi. Et Sportac, ouais. le gros est un peu gênant effectivement pour épauler. Je dois reconnaître une chose, c'est que je le mets pas tout le temps hein, parce que c'est un peu pénible. Je le mets quand il fait froid. Le problème du chapeau en est un. Et je le mets quand je vais au canard, parce que je suis aussi un chasseur de canards, donc je le mets quand je vais au canard. Et surtout en début de saison, à l'ouverture, etc., quand on tire beaucoup. Quand je passe il y a un vrai confort. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi maintenant, je suis plus confortable à tirer avec mon casque, même si de temps en temps je le mets pas parce que c'est un peu pénible de porter ce truc. Et puis, bon, de temps en temps, à la chasse, c'est pas toujours une bonne image qu'on véhicule en mettant un casque, même si c'est de moins en moins vrai. Mais je suis beaucoup plus confortable quand je tire avec un casque que sans. Et notamment quand j'utilise, moi, à la chasse au gibier d'eau, j'utilise un fusil, un juxtaposé, mais en l'occurrence, sauf le jour de l'ouverture, où je prends mon automatique. Et là, bon, on lâche plus de douille, il faut le reconnaître. Et là, je n'oublie jamais mon casque, par exemple, parce que autrement, à la fin de la journée, ça en est fatigant, c'est pénible, quoi. Ouais. Et effectivement, le problème que rencontrent beaucoup de personnes avec le casque, c'est quand ils montent la crosse, ils vont avoir tendance à taper et de fait à décaler le casque avec la crosse qui va monter très vite parce qu'on a l'excitation du tir. Il y a un envolé de canard, comme vous dites, vite, vite, il faut se préparer. Donc on monte, on va trop vite et on déplace un peu le casque. Et on perd aussi en protection. Donc on est un peu perturbé à la fois dans son tir et on perd la protection que peut avoir le casque. Donc c'est l'intérêt des petits bouchons par rapport à ça, c'est qu'on n'a plus non plus cette problématique que Fuyou a évoqué, avec les montées de crosse. Avec les bouchons, on élimine ce problème-là. Mais honnêtement, même gêne. le Sportac, il a été vachement étudié aussi, je pense, pour ça, parce qu'il y a d'autres casques de chantier que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser par exemple dans des stands de tir qui sont beaucoup plus larges. Et là, par contre, pour moi, c'est invivable. Mais le Sportac, il a été vraiment calculé et travaillé pour être effilé Oui. en embout. Et moi, je l'ai fait essayer à vraiment plusieurs personnes. Il y a très, très peu de gens qui touchent quand ils épaulent. Normalement, il y a très, très peu de gens qui touchent. Moi, je le touche un tout petit peu parce que je suis vraiment écrasé. C'est mon style de tir, j'ai toujours tiré comme ça. Je suis très, très écrasé. Et hop, ça perturbe un tout petit peu. Mais voilà, il suffit même un peu de le remonter juste un tout petit peu, puis je ne le touche plus du tout. Mais voilà, il me semble qu'il a été quand même particulièrement travaillé pour ça, pour le côté chasse et pour éviter ce genre de C'est choc. juste des personnes qui sont un peu précipitées dans l'action, dans le coup de sang, si je puis dire. Ils vont hop, monter d'un coup trop vite. Alors que si on est posé calme, et on va le faire calmement, on ne tapera plus dans le casque. Alors, moi, effectivement, pour avoir utilisé un casque antérieur qui était beaucoup plus gros, un Peltor assez classique, et après le Sportac, c'est comme ça qu'il s'appelle, franchement, Oui. ne pose pas de problème. J'ai une question peut-être à Feliu, euh, parce que les oreillettes, ça a l'air sympa. On les perd pas, ces oreillettes. Moi, j'ai peur que ce machin qui vaut quand même quelques centaines d'euros. Alors, il y a Bon, deux versions. Il y en a une qui est à 300 euros, à 299, et l'autre qui est à 599 euros. Dans les deux cas, on a des casques, des bouchons pardon, qui sont intra-auriculaires. Moi, à titre personnel, je les utilise à la bécasse. Et parfois, quand il faut aller servir le chien au milieu du fort, on est presque à quatre pattes. Et je n'ai jamais perdu ces bouchons en action de chasse. Donc, ce qu'il faut, c'est faire attention à bien les mettre au départ. S'ils sont mal mis, il y a risque qu'ils tombent. Mais si on suit, il y a un petit tutoriel qui est même dessiné à l'intérieur des boîtes et qui permet en fait de bien comprendre comment bien mettre les bouchons. Il faut ouvrir le pavillon et pour l'incliner, ensuite faire un quart de tour vers l'arrière, ce que Philou fait très bien sur ses vidéos. Et c'est une façon de le mettre. Et une fois que c'est bien mis, on ne le perd plus. Enfin, dis-moi si je me trompe, Philou. C'est tellement important ce que tu dis, Pierre, parce que la manière de les mettre, j'ai vu tellement de gens à la chasse. Alors, c'est de plus en plus utilisé. On en voit partout des pelleteurs dans beaucoup d'oreilles. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui le mettent. Alors, je me permets à chaque fois, donc c'est toujours un petit peu délicat, mais
Je dis, je connais un petit peu, tiens, il faut que tu le tournes, que tu le mettes bien comme ça, rentre-le bien au fond. Ah, mais ils me disent, maintenant, avec le bouchon, je ne peux pas aller plus loin. Tu as choisi la mauvaise taille du bouchon. Il y en a forcément un qui te conviendra. Beau le modifier pour pouvoir le mettre, sinon ça ne sert à rien. Et il faut surtout que qu'il soit bien dans les mêmes sens, etc. Enfin, dans la même orientation aussi pour bien percevoir les gauches-droites de la même façon, etc. La différence à gauche à droite et de distance. Et donc, il faut vraiment bien apprendre à les mettre, c'est fondamental, quoi. Pareil, on ne va pas à la chasse sans connaître son arme, et je pense que ça fait partie des accessoires qu'il faut bien maîtriser. Et au final, c'est hyper simple, mais il faut prendre le temps de bien comprendre comment ça se met pour les ajuster rapidement en situation, parce que c'est pareil, quand on arrive des fois au poste, ça va des fois très très vite. On sait tous que les gros mâles se défilent en premier dans la traque, alors il faut rapidement donc, les ajuster. Et une fois qu'on a l'habitude, mais c'est pareil, c'est des choses qu'on peut s'entraîner un petit peu à la maison. Et c'est super efficace. Et puis pareil, comme tu disais, moi, ça m'est jamais arrivé que de les perdre. La seule chose qui m'est arrivée, tu le sais, Pierre, c'est de me faire agresser par ma petite chienne qui l'a trouvée avant moi et qui l'avait un peu croqué, mais comme quoi c'était résistant parce qu'il marche toujours. Mais du coup, oui, non, moi, je les ai jamais perdus non plus parce que quand même, mine de rien, on le sent, mais on les oublie un petit peu, mais ça prend quand même de la place dans les oreilles. On sait quand on les enlève et Et puis il y a aussi le petit câble. Alors moi, j'en ai pas besoin parce qu'encore une fois, je les enlève jamais. Quand je les enlève, je les remets dans la boîte. La boîte est toute petite maintenant. Et du coup, mais sinon, il y a l'autre solution. Il y en a qui le mettent avec le petit lien de couleur. Je ne sais pas en quelle matière il est, en espèce de plastique. Ouais, il y a deux versions. Il y en a une noire là, qui a la corde vinyle qui est fournie avec. Et on le met après juste posé comme ça sur soi. C'est un petit cordon vinyle qui va s'accrocher à n'importe quel tissu, qu'il soit un textile, barbour, en tissu spécifique, ou même sur la peau, ça va s'agripper. Mais ça va tellement vite dans la petite boîte, de toute façon, de les sortir, de les rentrer, on le clip, on le met dans n'importe quelle poche, ils sont vraiment tout petits. Et donc, le fait de le mettre, ça ne s'est pas écrit sur le manuel, quand tu le remets dans la boîte, ça l'éteint automatiquement. Et si tu oublies de l'éteindre quand tu es au poste, au bout de 2 heures, il va s'éteindre manuellement pour justement permettre d'éviter de consommer toute la batterie. De toute façon, tu as une autonomie de 16 heures avec, donc largement de quoi chasser, même pendant tout un week-end, le matin et l'après-midi. Ça se recharge comment, là? Parce que j'imagine que ça se recharge dans la boîte ou il faut les brancher? Alors, c'est une bonne question, docteur. Il y a, dans les deux cas, sur ces bouchons d'oreille, les deux vont se recharger en USB. Donc, on a un petit câble USB tout simple. Et ce câble USB tout simple va se brancher là. On le recharge soit sur un allume-cigare dans la voiture ou chez soi. Là, sur cette version-là, on a 1h30 de charge. Et sur celle-ci, qui utilise fil, c'est une version où il y a 3 heures de charge pour une recharge complète. Et après, c'est les différents conduits dont parlait Phil, c'était les Ultrafit. Et les Ultrafit, on les juste ici. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Et en fait, ces Ultrafit-là, ils sont bien faits dans le sens où on a différentes tailles pour adapter bien au conduit auditif, parce qu'on a tous des oreilles différentes. Et les deux derniers sont en mousse, donc ils vont forcément bien épouser la forme du produit. Et ensuite, celui-ci va se recharger aussi avec des piles. Donc cette version-là, la version 200, va se recharger avec des piles. Ça, ce que je disais, ça peut être bien quand tu pars plusieurs jours à la chasse. C'est nomade, quoi. Voilà, c'est ça. Si on va dans le Cap Chanka, on peut prendre ça. Voilà, c'est ça. Mais comme en fait, dans la durée, comme les deux modèles dépassent l'utilité, tu peux l'utiliser toute la journée sans avoir à les recharger. Au final, ce que je disais dans ma vidéo de test, dans le temps de charge est relativement peu important. À partir du moment où tu rentres le soir, tu les branches, que ça dure 3 heures, tu n'es pas derrière. Que ça dure 3 heures ou 1h30, ce n'est pas très grave. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi de dire aussi, c'est que tu peux quand même sur place. Moi, par exemple, quand on fait les battues du matin, les battues du midi, si un soir j'ai oublié de les recharger et que j'arrive à tomber en panne, j'ai toujours, de toute façon, avec toutes mes caméras, etc., j'ai toujours des power banks, là, les petites batteries portables. Et il suffit de mettre ça avec le câble ou sur l'allume-cigare de la voiture et on peut les recharger. Et puis ça suffit de les recharger pendant 1h30 le temps qu'on mange. Ça suffit pour finir l'après-midi. Donc, c'est quand même sympa. Cette boîte, elle permet plein de choses. Ouais, moi, je préfère quand même la deuxième boîte, la deuxième qui est beaucoup plus compacte. Il n'y a pas les piles, mais honnêtement, avec une batterie bank où on peut rapidement les remplacer. Donc, je la trouve vraiment super intéressante, la deuxième petite boîte. Merci beaucoup à tous les deux de vos interventions respectives. Ça, je pense, apporté à beaucoup de personnes qui étaient derrière l'écran et qui ont pu apprécier ces échanges. Ça a été vraiment intéressant d'un point de vue technique. Merci, docteur, pour toutes ces précisions qui étaient essentielles. Je pense qu'on a encore à cœur de communiquer et d'éduquer tous nos amis chasseurs, utilisateurs qui sont peut-être en manque d'informations
au sujet de la dangerosité de ces sons nocifs qui sont des sons impulsionnels très courts, mais qui vont être nocifs pour nos oreilles et ce de manière définitive. Merci aussi à toi, Phil, de nous avoir accompagnés, de faire tes retours d'expérience. Je me suis régalé, j'ai appris plein de choses. Ouais, très sympa, très sympa. Merci à vous et à très bientôt sur les lives. N'hésitez pas à y revenir sur le site Rivolier, Facebook Rivolier, YouTube Rivolier, sur les Feliu, sur le site du Salon de la Chasse où vous retrouvez l'ensemble de ces contenus qui seront partagés. Au revoir. Parfait. Au revoir, merci à vous. Au revoir, à Au bientôt. revoir, à bientôt.